Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Vaut mieux râler en face, chercher la dédicace d'un académicien. Son premier manuscrit fut à la bombe écrit contre sa devanture. Au café littéraire, on a déjà les vers à porter l'écriture. Alors cette émission aurait pu être un numéro de What the Fuck, le mag, le mag engagé et indigné de 3D TV Lorraine, mais non, ça n'est pas un numéro de ce magazine. C'est une nouvelle émission, le Café littéraire, qu'on enregistre aujourd'hui à la Chawé, la maison culturelle et citoyenne, qui est également un café littéraire à Metz. Mais je disais que ça aurait pu, parce que effectivement nous allons, l'un des thèmes principaux, l'une des thématiques de cette émission sera l'intolérance sous toutes ses formes. Donc on va aborder différents sujets aujourd'hui. Avec vous, pour commencer, Victor Catemo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu nous rencontrer, vous venez de loin, vous venez de Paris aujourd'hui? Ouais, je viens de Paris, je viens d'abord de Bordeaux, je suis passé par Paris, j'étais en transit, et puis voilà, je suis arrivé à Metz. Comment s'est passé le voyage? Ça va, ça a été. Vous connaissiez Metz déjà un peu? Alors, je suis passé à Metz plusieurs fois, mais je ne me suis jamais posé, je me suis jamais arrêté, donc juste, un coup de vent, quoi. D'accord. Alors, on va parler de votre dernier livre paru tout récemment. Il a tout juste un mois d'existence, ça fait même, Le descendant africain d'Arthur Rimbaud. Est-ce que vous savez qui est né à Metz? Quel poète est né à Metz? Ah. Un poète très connu. Ah, ça c'est la colle. Pourquoi j'aime bien commencer par une colle? Alors, quelqu'un qui a été très proche de Rimbaud. Ah ouais, Verlaine. Ben oui, Verlaine est né tout juste un petit kilomètre d'ici. Hein. Ah d'accord. Nous sommes ici dans la ville natale, effectivement, de Paul Verlaine. Alors moi, je dois dire pour commencer que vous m'avez bien eu avec votre histoire de descendant africain d'Arthur Rimbaud, parce que Rimbaud, je l'ai cherché tout au long des pages de votre bouquin, et effectivement, on en parle, mais uniquement, j'ai l'impression que c'est un petit peu un prétexte à la venue en France du héros, de Rachaud, le héros de votre livre, en fait, ni plus ni moins. Donc Rimbaud, on peut toujours le chercher, ça je le dis pour les amateurs de Rimbaud. Moi, je suis amoureux de Rimbaud depuis l'enfance, donc Rimbaud, on n'en parle pas dans ce livre, que ce soit bien clair, on en parle très peu. Tout à fait, ouais. C'est juste un prétexte. J'ai essayé de suggérer, la vie, le parcours de Rimbaud. Parce qu'en fait, et dans ces livres, parce que je fais une sorte de parallèle entre le personnage principal, justement, et les poètes. Donc, au fait, finalement, on retrouve Rimbaud au travers du parcours de ces personnages. Voilà. Et sa vie, ses difficultés, et puis, tout ça. Parce que, bon, pour moi, on m'a toujours demandé pourquoi avoir choisi Rimbaud, parce que j'aurais pu choisir, par exemple, Henri de Montfred, qui a quand même eu aussi un parcours un petit peu similaire à même parcours que Rimbaud, mais j'ai choisi Rimbaud parce que je considère aussi, parce qu'il faut souligner, parce que c'est un livre aussi sur l'immigration, et je considère Rimbaud comme étant le pionnier de l'immigration clandestine. Il faut se rendre compte que à l'époque où Rimbaud il est parti en Afrique, surtout au 19e siècle, les Européens qui y allaient, où ils étaient colonisateurs, où ils étaient explorateurs, où ils étaient missionnaires, donc ce qui n'était pas le cas de Rimbaud. Donc il est parti comme ça à l'aventure pour essayer de trouver une vie meilleure, un petit peu à l'image de ces Africains qui partent de l'Afrique et qui traversent le Sahara, la Méditerranée pour arriver en France. Bon, un postulat somme toute justifié quand même. Alors, mais on va en reparler tout à l'heure, oui, l'homme aux semelles de voix, effectivement, on peut considérer qu'il est précurseur à la matière. On va en reparler dans quelques instants, juste le temps pour nous d'abord d'accueillir quelqu'un que vous connaissez sûrement pas encore, mais que nous on connaît bien ici en région et que vous n'avez pas tardé à connaître à Paris, ça j'en suis certain. Il est prêt, sa guitare à la main. Papa est devenu papy, maman est devenue mamie, la famille s'agrandit, ma sœur est devenue tati, tati, tata, ton titi, maman, mamie, même nous aussi, même toi qui as du mal à me donner ta nouvelle fille. Papa. Alors Julien Madier, plus connu sous le nom de scène de Julien Madi, c'est ça, qu'on connaît déjà nous bien sur 3D TV Lorraine, qui est également bien connu en Lorraine. Il est auteur, compositeur, interprète, maçon aussi. Donc pour résumer rapidement, Julien vient d'un groupe qui s'appelle No ID, au sein duquel il a évolué pendant 7 ans à peu près. C'est une musique très festive, un peu
avec des petits relents de cigane, hein, parfois même. Moi je trouve, en tout cas. Voilà. Après, chacun a son interprétation. Moi c'est comme ça que je l'aperçois, en tout cas. Rasé, ma petite moustache, pourtant. Et le petit chapeau qui va avec. Et aujourd'hui, bah, écoutez, pour faire honneur à ce fameux Rimbaud qui n'est pas là, qui n'est là que dans nos esprits, Julien a choisi de mettre en musique un poème de Rimbaud. Alors oui, un poème de Rimbaud, mais alors pas festif du tout hein, pour le point, puisque c'est un poème qui s'intitule Le Mal. Donc voilà, moi j'ai essayé de faire quelque chose, voilà, on dirait ce que vous en pensez. Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu. Car là tout vert, près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu. Tandis qu'une folie épouvantable broie et fait 200 milliers d'hommes un tas fumant. Pauvre mort, dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature ô toi qui fis ces hommes saintement. Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu. Car là tout vert, près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu. Il est un dieu qui rit aux nappes damassées, des autels à l'encens au grand calice d'or, qui dans le bercement des Osanas s'endort, qui dans le bercement des Osanas s'endort. Tandis que le crachat rouge de la mitraille siffle tout le jour par l'infini du ciel bleu. Car là tout vert, près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu, en masse dans le feu. Et se réveille quand des mères amassées dans l'angoisse et pleurant sous leurs vieux bonnets noirs lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir. Tandis que le crachat rouge de la mitraille siffle tout le jour par l'infini du ciel bleu. Car là tout vert, près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu, en masse dans le feu. Très festif, effectivement. Pourquoi ce choix, Julien? Ouais, je sais pas, je me sentais pas forcément d'humeur grivoise, on va dire. Et puis en parcourant un petit peu l'œuvre de Rimbaud, que j'ignorais un peu finalement, enfin pas consciemment en tout cas. Et puis je suis tombé là-dessus, le texte m'a parlé, et puis voilà. Ah, c'est grâce à Victor. Voilà, c'est grâce à Victor, merci. Alors Julien, on reviendra à toi tout à l'heure hein, pour Ouais. reparler un petit peu de ton album, aux premières nouvelles, et puis faire un petit peu le point sur ton actu. Merci. Ok. À tout à l'heure, Julien. Merci. Alors Victor, finalement, ce postulat, cette idée d'avoir décidé que Rachaud était un descendant d'Arthur Rimbaud est fort plausible, puisque, alors bon, il faut rappeler que Rimbaud a fait trois voyages. Hein, Tout à fait, ouais. Et en Afrique, à Harare, en Abyssinie. Et d'ailleurs, on pense que Rimbaud a connu plusieurs femmes. Voilà. On parle d'une très très belle Éthiopienne qui aurait partagé son quotidien pendant un certain temps. Donc on suppose que si Rimbaud n'était pas stérile, hein, et enfin, il y a des fortes chances qu'il ait eu une descendance, d'autant plus qu'on est quand même à une époque où donc, le registre d'état civil n'existait pas en Afrique encore, et surtout à une époque où la contraception n'existait pas non plus. Donc,
c'est une hypothèse qui peut être vraiment plausible. Il a vécu notamment avec une jolie abyssine chrétienne, Mariam, c'est Mariam, elle. exactement, tout à fait, voilà. Voilà, donc l'ancêtre enfin, c'était cette dame. Est-ce que ce personnage, Rachaud, c'est un petit peu vous, ou c'est un personnage complètement... Alors, je dirais, non, c'est pas Parce que dans votre livre précédent, hein, on en parlera aussi tout à l'heure un petit peu, c'était presque autobiographique, hein, l'histoire d'être ou ne pas Naître ou ne pas noir. naître noir, oui, oui, tout à fait. C'est un livre un peu à caractère autobiographique, même si, bon, j'ai toujours du mal un peu à l'avouer, mais oui, bien sûr. Mais bon, bien que aussi ça soit un roman, donc soit un livre dans lequel j'ai essayé de romancer des passages. Mais oui, mais bon, on va dire, ces descendants africains d'Arthur Rimbaud, c'est moi. Je dirais non, même si quand même, pour moi, dans ma tête, si vous voulez, les descendants africains d'Arthur Rimbaud, c'est l'Africain francophone. Voilà. Donc, étant moi-même francophone, donc ça pourrait être moi par ces biais-là. Donc pour moi c'est l'Africain francophone, et pour moi Rimbaud représente aussi un petit peu l'entité qu'il a vu naître, ça veut dire la France, quoi, si vous voulez. Donc, et cet Africain francophone donc, qui décide de partir, si vous voulez, découvrir le pays qui a façonné une partie de son identité culturelle. Alors son idée c'est d'aller au final en Rhénanie, hein. Donc il va partir, il va se cacher sur un navire marchand. Il va réussir à se cacher, il va être découvert. Alors là, on va vivre une très très belle aventure. Hein. Un capitaine bougon dont on est persuadé qu'il va le balancer à l'eau. D'ailleurs, lui-même, on est persuadé. Finalement, on va s'apercevoir que c'est un type très très humain qui va l'aider, qui va même lui donner des contacts. Et c'est paradoxal d'ailleurs, qu'il va lui donner des contacts à Paris. Ouais. Je dis que c'est paradoxal parce qu'il est normand. Hein. Ouais. A priori, il n'est pas censé avoir mis les pieds à Paris, surtout dans ces quartiers-là, Barbès, Château-Rouge. Et puis donc on se demande s'il n'est pas un peu allé traîner dans des claques peut-être. Hein. On dit que chaque capitaine a une fille dans chaque port. Donc voilà, au feu rouge près, il lui indique comme ça l'endroit où il doit aller dans ces quartiers de Paris pour se faire aider. C'est ce qui va arriver en fait. C'est ce qui va arriver, tout à fait. Donc Rachaud il décide d'embarquer clandestinement sur un navire marchand. Donc, et en se disant qu'à l'arrivée, on va lui dérouler le tapis rouge, parce que bon, quand même, vu les liens assez particuliers qui les lient à cet illustre personnage, mais malheureusement, donc il se fait découvert sur les bateaux, et puis bon, voilà, et les capitaines a peur, si vous voulez, de débarquer ces clandestins, parce qu'il a peur de se retrouver comme ça devant les tribunaux, et en se disant, ben, ça serait beaucoup plus simple finalement d'être balancé à la mer, tout simplement parce que bon, personne ne l'a vu monter sur les bateaux, et personne ne verra quand on les balancera à la mer. Donc, et puis, c'est ce qu'on craint à un moment. Hein, c'est ce qu'on craint à un moment, oui, tout à fait. Donc, bien sûr, c'est pour aussi apporter du suspense quoi, dans les livres et tout. Et finalement, en réalité, les choses se passent de cette façon-là. Donc, il y a beaucoup de clandestins qui, se retrouvant sur des bateaux, sur des navires en partance pour l'Europe, se font balancer à la mer. Parce que c'est une réalité, quoi. Mais bon, après, ces capitaines va essayer de l'aider. Donc, va lui indiquer l'endroit où il devra aller pour essayer d'avoir une aide. Et donc le personnage va se retrouver à Barbès, le quartier africain de Paris, donc il va s'adresser à un ami du capitaine de ce bateau qui a fait la guerre avec lui en Algérie. Donc, voilà. Et donc à partir de là, donc, il va se... il est redevable. Voilà, tout à fait. Et tout à fait, après il va décider donc, de passer par Charleville-Mézières pour essayer de découvrir quand même la tombe de son ancêtre avant de partir, de traverser la France pour aller traverser les Rhin aussi pour aller en Allemagne, où il va se faire coincer par la police avant d'être renvoyé en France, et où il va décider de faire, pour ne pas se retrouver dans une situation de clandestinité, il va déposer une demande d'asile politique, perdant finalement définitivement toute la maîtrise de son destin. Puis là, il va perdre un peu ses illusions, parce qu'on va s'apercevoir que finalement, en tout cas pour l'administration, Rimbaud, tout le monde s'en fout. En même temps, si les fonctionnaires étaient poètes, ça se saurait. Tout à fait, voilà. Mais oui, en plus, non seulement, Rimbaud, tout le monde s'en fout, mais de surcroît, un descendant d'Arthur Rimbaud. Et après combien de générations aussi, parce qu'il faut souligner quand même que l'histoire se déroule dans les années 80. Et donc, ce qui fait que quand lui il se déclare comme étant les descendants africains d'Arthur Rimbaud, on lui irait au nez, quoi. On dit,
attendez, Rimbaud, si, bon, peut-être qu'il est descendant d'Arthur Rimbaud, mais il s'est passé tellement de temps que le sang rimbaldien a fini dans ses veines, si vous voulez, par disparaître, quoi. Donc voilà, et que l'administration, finalement, en matière du droit, on va dire, reconnaît uniquement des parents proches, quoi. Donc voilà, et lui, il est carrément un parent lointain. Donc il va se retrouver face à cette réalité-là, c'est qui va l'amener même à douter de sa propre identité, à se demander si finalement il ne baignait pas dans les postures et si réellement il existait un lien entre Rimbaud et lui, quoi. Donc voilà. Et donc on assiste à cette désillusion qui s'installe comme ça au fur et à mesure, donc dans la deuxième partie du livre, jusqu'à ce qu'à un certain moment il s'est dit, ben voilà, il faut que je me prenne en charge, parce que bon voilà, je ne peux plus compter sur les liens qui m'unissent à cet illustre personnage, et là il aura la chance de tomber sur une prostituée, voilà, qui va essayer de les tirer d'une situation de la misère, quoi, finalement, pour lui offrir ce qu'il recherchait, ça veut dire... Alors on va faire comme dans les chaînes commerciales, la partie croustillante, on la garde pour tout à l'heure, le temps de faire une petite pause, parce que vous aussi vous voyagez beaucoup, c'est normal en tant qu'auteur, hein, vous allez de salon en salon, d'ailleurs vous êtes là aujourd'hui également pour une séance de dédicace dans une librairie voisine. On va revenir à vous tout à l'heure pour continuer à parler, à évoquer ce très beau roman, Le descendant africain d'Arthur Rimbaud. Juste avant cela, on va retrouver quelqu'un que j'ai rencontré la semaine dernière, que vous connaissez, vous l'avez croisé à Sète, hein, quelqu'un qui écrit, qui est venu fort tard à la littérature. C'est une personne qui a eu un parcours qui n'avait aucun lien avec la littérature, qui aime écrire depuis qu'elle est toute petite. Elle m'a fait la confidence qu'à l'âge de 4 ans déjà, elle essayait d'écrire comme la comtesse de Ségur. Et puis elle est arrivée finalement tout récemment à la littérature avec ce livre, ce très beau livre paru chez l'Harmattan, ce roman, L'écho répété des vagues. Je veux parler de Domitille Marbeau-Fonck-Brentano, que vous connaissez, hein? Oui, tout à fait, je l'ai rencontrée, c'est une femme très charmante, très sympathique, je l'ai rencontrée à Sète. On était voisins et on a passé un très très bon moment, quoi. Voilà. Mais écoutez, on va aller la rejoindre, on se retrouve tout à l'heure. Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Alors, nous vous le disions à l'instant, on fait un rapide détour du côté de la librairie Isler Even à Metz pour retrouver, j'ai envie de dire, une toute jeune romancière, puisque on va parler de son premier livre, Domitille Marbeau-Fonck. Je me reprends, Fonck, on dit bien Fonck, hein, c'est d'origine luxembourgeoise, vous me l'avez précisé. Domitille Marbeau-Fonck-Brentano, qui fait paraître chez l'Harmattan son premier roman, L'écho répété des vagues. Joli titre. Oui. D'où vient ce titre? Du plus profond de votre enfance, j'imagine, d'après ce que vous dites dans les premières pages. C'est très très difficile et je n'y arrivais pas. Alors j'ai cherché dans le livre une phrase et à un moment, dans un des chapitres, je parle de l'écho répété des vagues qui sont les vagues de la mer qui ont bercé mon enfance, et puis c'est aussi les vagues de la vie, parce qu'on est forgé par des retours, aller-retour dans la vie, de joie, de tristesse, d'épreuves et puis de bonheur. Et la vie est faite de vagues qui reviennent, un peu en cercle tout le temps. Et c'est justement après de nombreuses vagues que je disais que vous étiez une toute jeune romancière, mais effectivement c'est après de nombreuses vagues de la vie qu'arrive ce roman. C'est d'ailleurs très très surprenant parce que vous le dites vous-même, hein, j'ai lu ça un peu partout sur internet et ailleurs, que vous êtes passionné depuis la plus tendre enfance par l'écriture. Hein. Vous êtes même l'une des plus fameuses plagiaires de la comtesse de Ségur. Je suis lire à 4 ans. À 4 ans, oui. Et écrire en même temps. Donc je n'ai pas de souvenir de moi sans un livre à la main. C'était des délits d'enfant. Et je voulais écrire, je voulais être romancière, je voulais être la muse d'un grand homme, je voulais. Et puis j'ai fait passer ma carrière dans le domaine en effet artistique et culturel, où je me suis occupée des autres, de ceux qui écrivaient, de ceux qui jouaient de la musique. Et je n'ai pas du tout eu le loisir, le temps, l'envie, la disponibilité pour pouvoir moi-même produire quelque chose. Je valorisais les œuvres des autres. C'est pas désagréable. Vous avez fait énormément de choses. Une vraie femme orchestre. On va en parler un petit peu. On va évoquer tout ça tout à l'heure. L'écho répété des vagues. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce livre? Oui, il y a beaucoup de la petite fille que vous étiez dans ce livre. Vous racontez. Ça transparaît, même si ça n'est pas au sens propre une autobiographie. Mais en tout cas, on sent quand même qu'il y a beaucoup de vous dans ce roman.
Je crois que tout écrivain met beaucoup de soi. Qu'est-ce qu'on peut écrire d'autre chose que ce que l'on ressent? Pour moi, un livre n'a d'intérêt que s'il part du plus profond de ses tripes, disons, peut-être pas un joli mot, mais de son âme, et de le mettre en musique, de le mettre en mots, de le mettre en rythme. Justement, dans les vagues, il y a du rythme. Donc cette mise en musique, cette mise en vague, cette mise en mots fait partie de l'enfance et de réveiller toute l'enfance qui sommeille chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous des grands enfants, je crois. C'est donc un roman dont l'intrigue se déroule dans les années 50 à peu près. C'est un peu le thème de ce livre, c'est un peu les rapports mère-fille. Vous êtes quelqu'un dont la maman n'a pas été très très présente de par peut-être ses obligations, de par le fait aussi que chez vous, votre maison était fréquentée par toute une diaspora politique, artistique, etc. Il y avait un monde fou qui circulait chez vous et on ne sait pas, d'après ce que j'ai pu comprendre. J'avoue que je n'ai pas pu, et ça m'ennuie réellement, pas pu lire le livre en entier parce qu'on ne me l'a pas encore envoyé. Donc je n'en ai lu que quelques chapitres, mais j'ai cru comprendre que peut-être que votre maman vous a manqué de par le fait justement qu'elle était trop occupée ailleurs. Est-ce que j'ai raison? C'est un livre où les rapports mère-fille sont très importants, mais ce n'est pas du tout un livre sur les rapports mère-fille. Si je devais résumer ce livre, c'est un livre sur la construction de la personnalité. Je dis avec beaucoup de modestie, que j'aurais presque pu l'appeler, s'il n'avait pas déjà été pris par Goethe, mes années d'apprentissage. Comment devient-on grand? Comment grandir? Comment devient-on une femme? Et tout se construit dans les premières années. Et en fait, je pose des questions que tout à chacun peut se poser. L'enfance, c'est quelque chose de très important, ce qui nous marque. Et la mienne était faite par des deuils, par des joies, par des rencontres. Et comment faire revivre ces personnages qui ont construit la personnalité de la narratrice. À la limite, la partie autobiographique, pour moi, n'est pas ce qui est le plus important. Il faudrait rejoindre un peu l'histoire de tout le monde à partir d'événements marquants qui forment vraiment un roman. Alors, on va revenir un peu sur le parcours qu'on évoquait tout à l'heure. Vous vous vendez très bien d'ailleurs, c'est normal, vous avez été attaché de presse. Hein. Oui. Vous avez travaillé longtemps, pendant plus de 15 ans, dans le secteur artistique, donc attaché de presse, notamment auprès de l'ORTF. Oui, j'ai commencé mon premier boulot, même c'est encore mieux, c'était chez Gallimard. J'étais documentaliste. Et on peut faire pire. Je faisais des recherches iconographiques pour les auteurs et j'ai commencé par faire toute l'iconographie de l'album Proust, puis d'autres livres après. Et puis ensuite, j'ai repris mes études à 21 ans pour aller jusqu'à la grecque de lettres que j'ai ratée. Et puis j'ai commencé mon premier job. Mon premier job, c'était à France Culture, où j'étais de nouveau documentaliste. Et après, je suis rentrée comme attachée de presse d'une collection de disques de musique extra-européenne qui s'appelait Okora. Et Inédit RTF, c'était tous les enregistrements des orchestres de l'ORTF qui étaient en disque. Puis après, j'étais attachée de presse d'Orchestre National de France. Et ensuite, j'ai été 5 ans au ministère de la Culture, comme chargée de mission à la direction de la musique, de l'art lyrique et de la danse, et 10 ans à la SACEM, responsable du service culturel. Voilà pour la partie artistique, je m'arrête là. Et puis oui, on va quitter la partie artistique un instant, parce que ce qui me surprend, c'est que vous me semblez être quelqu'un de fort sympathique. Alors je ne dis pas que tous les personnages politiques ne le sont pas, mais vous êtes quand même passé par la politique. Et je ne sais pas, ça n'a pas l'air à mes yeux en tout cas, de vous ressembler. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que c'est que ce passage par la politique? La politique, c'était à 11 ans. Puisque j'étais la plus jeune adhérente d'un parti qui n'existe plus, qui s'appelait le Mouvement Républicain Populaire, qui était le parti de ma mère. Donc, comme j'étais environnée de personnages politiques toute petite, puisque j'ai rencontré à 4 ans Robert Schuman, plus tard Georges Bidault, Pierre-Henri Tedgen, Pierre Fimelin, enfin, en tout cas Fimelin, qui dans l'Est est très connu, c'est quand même aussi un des pères fondateurs de l'Europe. Et j'ai repris la politique beaucoup plus tard, au moment de présidentielle, en 2007. Même avant, en 2005, je me suis beaucoup engagée au moment du traité européen pour le oui de gauche. Et ça a été une grande déception quand le traité n'a pas été voté. Puis après, je me suis engagée en politique au moment des présidentielles de 2007. Pour je peux le dire, si pour François Bayrou,
Et j'ai même été sur le plan interne, élue dans mon département sur le plan interne. Voilà. Et D'accord. maintenant, je suis de très près ce qui se passe, mais j'ai abandonné tout engagement militant officiel. Alors, vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes accompagnée par... vous êtes attachée de presse, je crois, à la fois attachée de presse et amie, ou chargée de communication plutôt. Hein. Je vais vous laisser le soin de présenter la personne qui vous accompagne. Bon, Muriel Podowski Muriel Podowski. est une femme messine qui a vécu à Metz jusqu'à 20 ans, qui maintenant travaille à Paris, mais se partage vraiment entre Metz et Paris, et connaît beaucoup de personnes ici. Et c'est elle qui a orchestré cette rencontre à la librairie Clairel, et qui a vraiment voulu que je vienne présenter mon livre dans un débat avec elle, auprès des gens qu'elle connaît, et dont elle est sûre qu'ils pourront apprécier cet ouvrage. Voilà. Alors, l'écho répété des vagues, vous l'avez lu déjà, j'imagine? Je l'ai évidemment. lu et relu parce que je pense qu'une deuxième lecture pour moi était importante. Et ce que je voulais souligner, c'est une vraie partition de musique aussi, qui ressemble à la vie de Domitil, où il y a, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a des deuils, il y a des souffrances, mais aussi beaucoup de passion, de joie et de rencontres. Et ce livre permet de revisiter notre enfance à nous. Et en ce sens, pour moi, c'est un roman en disant, je retrouve des choses et je redécouvre des choses sur ce que nous avons tous vécu. Mais illustré par beaucoup de musique, beaucoup de danse, beaucoup de mouvements. Voilà. Et j'avais envie de les défendre. Et quand vous parliez de militantisme de Domitille Marbeau, elle va vous raconter, mais elle avait un grand-oncle évêque qui était un grand défendeur de la cité, me semble-t-il. Et il y a des vraies valeurs de combattante et de militante chez Domitille. Ah bah oui, alors racontez-nous justement ce tonton évêque. Oui, c'était très drôle parce que ce grand-oncle évêque a été pour mon père un personnage mythique, symbolique, extraordinaire. Je ne l'ai jamais connu parce qu'il est mort même avant ma naissance, bien avant ma naissance et même bien avant le mariage de mes parents. Mais mon père parlait tellement cet oncle comme son père spirituel que quand j'avais 7 ans, je disais mon grand-père est évêque. Tout le monde riait évidemment parce qu'un grand-père évêque c'est plutôt drôle. Mais c'était tellement pour moi le père spirituel de mon père, j'avais le sentiment d'être la petite fille d'un évêque. Mais c'était aussi, comme tous les enfants, quelque chose de complètement imaginaire, construit. Et dans ce livre, il y a beaucoup d'imaginaire. Et quelquefois, l'imaginaire est plus réel que la réalité et la vérité. C'est ça que j'ai voulu dire. C'est que nous sommes construits d'images, d'inconscients, de souvenirs, d'émotions qui nous fondent complètement. Et c'est ça la littérature, c'est ça que j'aime. C'est dans ces mots, faire une vision du monde, créer un monde qui est plus réel que le quotidien. Alors, je connais une petite souris à Paris, dans une agence de communication, qui m'a laissé entendre qu'un deuxième ouvrage était déjà en préparation. Oui, alors tout à fait différent. C'est un roman d'amour, mais aussi très ancré dans la musique, parce qu'il se passe à Bayreuth. Et les personnages du roman se confondent avec les personnages qui sont sur la scène. Et on ne sait plus qui est quoi. D'accord. En tout cas, même si je n'ai pas eu encore l'occasion, ça va venir la semaine prochaine, de terminer la lecture de ce roman, vous en avez tellement bien parlé toutes les deux que je pense que tous nos spectateurs vont être pris d'envie de dévorer cet ouvrage le plus rapidement possible. On en rappelle le titre, L'écho répété des vagues, ça va apparaître de toute façon en incrustation. C'est paru chez l'Harmattan, ça a tout juste un petit mois d'existence. Merci. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Vaut mieux aller en face, chercher la dédicace d'un académicien. Alors, c'était Domitille Marbeau, Comte Brentano, la semaine dernière à la librairie Slereven pour la présentation de son roman fraîchement paru chez l'Harmattan, L'écho répété des vagues. On revient à vous, Victor Catemo, pour continuer à parler de votre nouveau roman. C'est le 7e livre déjà que vous avez écrit. C'est le 7e livre, ouais, tout à fait, le 3e roman. Enfin, j'ai commencé par du théâtre, j'ai écrit deux recueils des théâtres et un recueil des nouvelles. Donc, c'est... Bon, alors il y avait la partie de la prostituée, on a promis qu'on en parlerait, donc on va garder ça pour tout à l'heure, pour nos invités, parce que j'en vois certains avec l'œil déjà un peu aiguisé là-bas. On va en parler, on va juste faire une petite parenthèse concernant le théâtre, parce que c'est vrai que même sans savoir que vous avez écrit des pièces de théâtre, en lisant ce roman, Les Descendants d'Arthur Rimbaud,
au moins on se douterait que vous adorez le théâtre, parce qu'il a entrecoupé ce roman de petites scénettes. Tout à fait. Moi, je viens du milieu théâtral, en fait. Donc, je fais beaucoup de théâtre avant. En tant que comédien, je fais un petit peu de mise en scène, et puis j'ai été dramaturge. Je suis encore, moi j'aime bien créer du théâtre, ça m'amuse. Et justement, au fait, c'est un livre dans lequel des textes des théâtres sont mis en abîme. Parce que en fait, le personnage central assiste à un spectacle de théâtre, à une pièce de théâtre, que l'auteur a écrite en s'inspirant de sa vie. Donc il s'inspirait de la vie du personnage pour écrire une pièce, ce qui fait que cette pièce se présente un peu comme un miroir à travers lequel se reflète toute la vie et la personnalité de ces personnages. Donc, et en assistant à ce spectacle, donc il est submergé par l'émotion, et ce qui le pousse, si vous voulez, à nous faire part, à nous raconter la réalité de son existence. Ce qui permet aussi, d'ailleurs, je trouve que c'est une démarche assez intéressante, parce que ça permet aussi aux lecteurs de faire, si vous voulez, le rapprochement entre une réalité donnée et un tableau qu'un artiste peut en tirer, quoi. On parlera peinture avec Morrison, justement, c'est la bonne occasion de le présenter. Morrison va nous rejoindre tout à l'heure pour parler de quelques-unes de ses toiles. J'avoue que c'est assez déconcertant quand même, ces petits dialogues de théâtre comme ça, posés en plein milieu du roman. Tout à fait. Moi, en tout cas, ça m'a perturbé un peu. Oui, ça peut perturber, évidemment, tout à fait. Bon, d'autant plus qu'il est il y a quelques personnes qui disent que même le style d'écriture, la narration, elle est assez déroutante. Donc voilà, parce que bon, quand même, j'ai pris l'option, si vous voulez, de faire des très très longues phrases. Donc chaque phrase qui correspond à un paragraphe. Dans un langage assez recherché quand même. Il faut aussi le préciser. Tout à fait. Non, mais bon, j'ai envie de faire du style. Donc voilà, moi j'aime bien faire la littérature, la poésie, vraiment écrire, avoir un style assez particulier. C'est un livre très littéraire, on va dire, je pense. Et c'est vrai, ça peut déconcerter, mais en même temps, ce qui est bien, c'est qu'aussi, ces scènes de théâtre, si vous voulez, racontent aussi la vie du personnage à leur manière. Donc voilà, c'est ce qu'on retrouve des personnages assez loufoques là-dedans, notamment l'immigré, la prostituée, le clochard, ce qui me permet aussi de rebondir, si vous voulez, sur la partie narrative. Mais et aussi, il faut dire que c'est des passages, je pense, je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, c'est des passages où il y a beaucoup d'humour aussi, donc ça apporte aussi de l'humour dans ces livres. Donc ce qui en fait quand même un livre assez complet, où il y a de l'humour, il y a de la poésie, il y a de la littérature, donc voilà, il y a de l'histoire, où j'aborde un thème assez intéressant, un thème d'actualité, donc l'immigration. Donc voilà, et où il y a une fusion des genres, on retrouve tout, quoi. Donc voilà, le théâtre, la poésie, les romans, la narration, donc ça fait un livre complet, quoi. Vous avez un peu trahi Rimbaud quand même. Vous vous servez de lui, mais finalement vous lui faites accroche-patte quelque part, parce que on parle justement de l'écriture narrative, l'emploi du jeu, c'est carrément à l'opposé du Parnasse qui était cher à Rimbaud, la personnalité, le non-emploi du jeu. Alors vous, carrément, c'est le jeu du début à la fin. Ah ben tout à fait. Pour un descendant de Rimbaud, c'est un peu... Non mais bon, après mais tout simplement aussi parce que j'ai envie d'intensifier, si vous voulez, la dimension émotive de l'œuvre, et que moi je pense toujours que quand on fait une narration et qu'on parle à la première personne du singulier, si vous voulez, ça permet de rendre l'émotion, si vous voulez, du livre encore beaucoup plus puissante. Moi, c'était le but. Donc voilà, je pense que c'est un peu comme quand on fait de la poésie. Quand on fait de la poésie, on parle du jeu, quoi. Donc voilà. Écoutez, à ce moment de l'émission, on va peut-être marquer encore une courte pause, et on a quelque part des billets de tombola. Chaque personne présente ici a reçu un petit billet. Est-ce qu'on peut me les apporter éventuellement ? On va faire gagner l'un de vos ouvrages dédicacés à l'un des participants, donc je vais vous demander de faire le tirage. J'aimerais bien que ça soit la charmante demoiselle, comme ça je pourrais faire une dédicace. Alors ce qu'on peut faire, ou alors écoutez, vous êtes l'invité, alors attention, papa est derrière, vous êtes l'invité, donc vous avez le droit de décider qu'elle est gagnante si vous souhaitez. Allez, on décide qu'elle a gagné. Alors Marie, on va demander aux autres ce qu'ils en pensent. Oui, allez, on fera un tirage tout à l'heure pour
pour le disque de Julien et pour les livres de Timothée. Donc Marie, tu peux nous rejoindre. Voilà, Victor a décidé que tu étais la gagnante du jour. Merci. Appelle-toi Marie. Voilà, donc on va laisser à Victor le soin de te dédicacer son roman. Alors avec le stylet, ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'on pourrait avoir si quelqu'un a un stylo à nous prêter? J'en avais un, on a dû me le faucher. Ah ben voilà. Merci Julie. Alors Marie, M-A-R-Y, hein. C'est Mary. Alors, pendant que Victor dédicace son livre à Mary, je rappelle que nos prochains invités seront Timothée Girard tout à l'heure pour parler de ses deux ouvrages à CPD et Salopard, fils de milliardaire repenti. Et nous recevrons également Morrison qui nous parlera de certaines de ses toiles. Morrison, artiste plasticien. Et puis on terminera tout à l'heure également avec Julien qui reviendra nous chanter l'un de ses titres. Tout à l'heure on comparera, j'ai jamais vu une dédicace aussi longue, on comparera le nombre de lignes entre la tienne et la mienne tout à l'heure. À mon avis, là il y a son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance. Alors, on avait prévenu chez Gilles Paris que Victor était un sacré numéro, mais je crois qu'ils étaient loin. Ah bon? Hein. Donc là j'enregistre tout là. Hein. Il m'a semblé entendre Morrison dire il peut partir avec. Alors Morrison c'est le papa. Donc, j'ai comme l'impression... T'as pas l'impression qu'il a envie de se débarrasser de toi? non, j'essaie de faire... c'est rare, mais ça m'arrive de temps en temps de faire des dédicaces en feu d'artifice. Merci. Alors Marie, un petit mot? Merci beaucoup. Voilà, j'espère que tu prendras beaucoup de plaisir je vais à lire ce C'est du livre. costaud, hein. Ouais. Attention. Ah, c'est du Rimbaud. C'est du Rimbaud. Voilà. On peut pas faire du Rimbaud et faire simple. Ah ça. Mais justement, c'est l'occasion maintenant de recevoir le papa de Marie, ça tombe bien, Morrison, qui va nous rejoindre et qui va nous parler d'une partie de son œuvre. Il est venu, allez, on va dire, hein, il est venu... Je présente. Il est venu nous rendre visite en ami, mais voilà, on a décidé de parler un petit peu de ses toiles, puisque ça colle bien également à une des deux thématiques de l'émission. Donc Morrison, c'est quelqu'un qui est... il va se présenter, il est peintre, il est sculpteur, il a développé un concept qui s'appelle Pécache. Il est très engagé également sur le plan humain, et on va surtout parler de ces aspects-là. Alors là, tu viens de peindre une nouvelle toile consacrée aux poussiériotes. Alors qu'est-ce qui t'a touché dans l'histoire de ces trois simplement, c'est à nouveau l'histoire qui se répète, des artistes qui mettent en place une œuvre d'art, et puis par le biais de la politique et de la religion, elle se retrouve sous les verrous, elle se retrouve en prison. Donc tu sais que je suis beaucoup attaché à tout ce qui touche les libertés de la presse, les droits au savoir. On peut rappeler brièvement l'histoire de ces jeunes filles. Elles ont chanté dans une église un hymne anti-Poutine. Orthodoxe, et puis elles ont été arrêtées immédiatement sous les verrous. Et puis, il y a eu toute une histoire sur Poutine, mais enfin bon, c'est pas la première fois que ça arrive. Là, c'est à nouveau un exemple, mais il y en a comme ça tous les jours, malheureusement, qui arrivent. Sur la Russie, ça m'a interpellé, puisque tu sais que j'ai fait plusieurs installations, entre autres sur la République Australie, la journaliste russe qui a été assassinée il y a quelques années. Donc je trouve que c'est à nouveau, encore une fois, une histoire qui se répète. Donc c'est bien dommage. Par contre, ce qui m'a interpellé surtout, c'est un petit peu la façon dont les gens prennent ça. Ça devient banal, quoi. Tout le monde dit oui, c'est dommage, c'est ci, c'est ça, mais enfin, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui se bousculent avec toutes ces affaires, quoi. On pourrait, même au niveau des artistes, on pourrait se bouger un petit peu plus et lever un petit peu le poing, taper plutôt du poing sur la table. Qu'est-ce que tu en penses, Victor? Parce que c'est vrai que dans ces ouvrages, il y a quand même il y a à chaque fois un fond. Là, on parle effectivement des... tout à fait. Enfin, moi, je me qualifie comme un auteur engagé. Donc voilà, moi, j'essaie toujours d'aborder des thèmes. Par exemple, dans N'être n'est pas N'être noir, je parle de l'identité noire. Enfin, dans Étrange ballet des anges, je parle de la politique africaine. Enfin, j'ai écrit un livre, par exemple,
Les Murs des Lamentations, ce qui est une pièce de théâtre dans laquelle j'essaie d'aborder les problèmes israélo-palestiniens. Enfin, bon, là, j'aborde les problèmes de l'immigration. Donc, moi, je suis très attaché. Moi, je suis né en Afrique. Donc, je suis né en Afrique. Je sais ce que c'est la dictature. Moi, je l'ai vraiment vécu. Donc, voilà, je sais ce que c'est la dictature, l'absence des libertés. Donc, je suis très attaché à la liberté d'expression. Donc, je trouve j'appuie cette démarche. Je trouve très honorable. Le fait que des artistes se mettent à produire des œuvres, si vous voulez, qui abordent un petit peu ces sujets-là, surtout qui essaient de défendre un petit peu d'autres artistes qui sont soit persécutés ou auxquels on essaye de prendre un peu cette liberté qui les pousse, qui est une forme d'énergie qui les pousse à la création, parce que quand on n'a pas de liberté, c'est pas toujours évident. Donc voilà, si moi je soutiens, je soutiens la démarche de mon collègue, voilà, donc, et je trouve ça très louable. Je crois que vous avez été, surtout quand on lit Naître ou ne pas naître noir, je crois que c'est plus marquant que dans le descendant africain d'Arthur Rimbaud, y compris en Afrique, je pense, vous avez été très touché par le racisme, la xénophobie, déjà à commencer par vos ancêtres, votre grand-père. Là, si je fais un petit résumé de votre filiation à vous, cette fois non plus à celle de Rachaud, votre grand-père, lui, était fils d'un Bilemba et d'une esclave qui s'était échappée des Arabes, prisonnière des Arabes, elle s'était échappée. Ensuite, le fils, Marianne rwandaise, qui était mal vu du clan paternel, parce que le Rwanda, là-bas, est considéré comme un monde debout. Ensuite, vous avez fui vers le Congo-Kinshasa, vous êtes passé par plein de choses très compliquées, y compris des curés pédophiles. Enfin bon, il y a tout un parcours de vie comme ça, un petit peu difficile. Et justement, le fait que vous écriviez aussi bien, alors que quand on sait que la majorité des Français, des Blancs, utilisent à peu près une centaine de mots, pas toujours très bien, est-ce que justement le fait que vous écriviez aussi bien, c'est aussi quelque part une espèce de besoin de reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez vécu? Peut-être que vous vivez encore aujourd'hui ce racisme, cette xénophobie. C'est pas parce qu'on est écrivain qu'on a pu confronter à ça. Je discutais un jour avec des collègues africains qui disaient, des copains qui disaient que bon voilà, en France, quand ils trouvent du travail, ce qui n'est pas toujours évident, ils sont obligés et qui se retrouvent au milieu des Français blancs. Donc voilà, eux ils doivent en faire plus pour justement pour arriver au niveau. Voilà, tout à fait, pour avoir une certaine reconnaissance, parce que c'est-à-dire parce que déjà au départ il y a une sorte de complexe d'infériorité, si vous voulez, qui se manifeste à leur égard. Donc un complexe d'supériorité, je parle, excusez-moi, et donc ils sont obligés de fournir beaucoup plus d'efforts, doublement plus d'efforts que leurs collègues. Donc voilà, c'est peut-être après moi c'est vrai aussi que j'aime beaucoup la poésie, les mots, la littérature, tout ça. Je fais un effort et moi j'essaie de défendre la langue française, quoi. Donc voilà, j'aime pas quand on la tripote, c'est ma langue. Voilà, et voilà, j'aime pas vraiment quand on la tripote, donc j'essaie de faire tout pour que ça soit écrire dans une très belle langue et de la défendre jusqu'au bout. Et puis bon, pour revenir un peu à votre première question, moi je dis souvent, bon voilà, je me considère un peu comme un être universel, si vous voulez. Moi j'ai 5 nationalités, je suis français sur les papiers. Je suis aussi un peu belge, donc voilà, par mon père qui est né avant l'indépendance de la Belgique, parce qu'il est au Congo. Et puis je suis rwandais par ma mère, je suis burundais par mon grand-père qui a vécu au Burundi quand même, qui a été emmené au Burundi par des Belges. Et donc rwandais, burundais, je suis congolais parce que je suis né au Congo, tout ça, voilà, donc ça fait quand même un être assez universel, donc un Africain à part entière et un Africain entièrement à part. Moi, je me souviens d'une anecdote, ma mère elle disait souvent quand j'étais gamin, il disait, j'adore cette phrase parce que je me la suis appropriée. Il disait, je suis un être sans face ni cul, bien malin, l'artiste qui s'emploierait à tirer du moins un portrait. Ça résume ma personnalité, quoi. Voilà. Vous aimez bien ces petites citations, ces phrases. Je rêve également celle qui
que vous avez inscrite au début du Descendant africain d'Arthur Rimbaud. Vous allez me l'expliquer d'ailleurs, parce que j'avoue que j'ai pas tout compris. L'échappée d'un singe qui abandonne un morceau de sa queue dans la gueule d'un chien n'a pas une même allure que celle des autres de sa bande. C'est Damadou Kourma. Ouais, c'est Mamadou Kourma qui avait écrit ça dans un de ses bouquins. J'avais trouvé ça très, très, très beau. Et, oui, je pense que évidemment, quand on est en fuite, on ne fuit pas en se déhanchant quand même. Donc voilà, on perd toute la grâce dans la démarche parce que c'est la fuite et qu'il faut sauver sa peau. Et donc ce qui est les cas ça peut être les cas des Africains par exemple qui arrivent clandestinement. Ce qui est les cas de Rachaud qui n'arrivant pas à se faire reconnaître. Donc, décide de monter clandestinement sur un navire. Vous savez, quand on emprunte un navire clandestinement et de partir comme ça à l'aventure, forcément, on perd un peu. On est dans une situation assez précaire quand même. Donc, on laisse de côté tout ce qui est dignité. On se fiche un peu du style. Ce qui compte, c'est l'arrivée. Donc, et surtout l'arrivée en vie et en bonne santé. Quoi. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que voilà, ça traduit un petit peu cette phrase qui est un liminaire dans ce bouquin. Très beau bouquin en tout cas sur ces clandestins dont on connaît souvent mal l'histoire, dont on ne sait pas trop ce qu'ils peuvent vivre. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'imagine pas. À un instant, j'avais pensé qu'on pouvait comme ça risquer de se faire jeter par-dessus bord. C'est le genre de choses dont on se dit qu'à notre époque, c'est juste du domaine de l'impossible. Tout à fait, voilà. Et pourtant, quand on se retrouve dans les eaux internationales, donc voilà, au milieu de l'Atlantique, il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de loi là. On peut faire tout ce qu'on veut. Donc forcément, on peut risquer quand même de se faire jeter, à l'eau, quoi. Donc ce qui est bien aussi dans ces livres, c'est que c'est un livre dans lequel on découvre, si vous voulez, les différents aspects de l'immigration clandestine et puis dans lesquels j'essaie d'aborder de manière assez récurrente des thèmes comme l'exil, le déracinement, la quête identitaire. Moi, je me souviens, j'ai discuté avec une fille qui a adoré mon bouquin d'ailleurs, qui habite à Charleville-Mézières où je vais aller signer dans quelques semaines et qui m'a dit j'ai adoré votre livre, le style c'est fabuleux, tout ça, j'aime bien les passages théâtraux qui apparaissent dans ce bouquin, mais j'ai trouvé, il y a juste une remarque que je voulais faire, j'ai trouvé que l'histoire dénote un petit peu du cliché, c'est-à-dire l'arrivée de cet immigré, la fréquentation des lupanards, donc voilà, aller chez les prostituées, et c'est un message que j'ai reçu par mail, et moi j'ai répondu, j'ai dit, mais ça ne m'étonne pas, parce que vous n'avez jamais connu ça. D'ailleurs, je le dis quelque part dans ces livres, quand on n'a pas connu la situation de la clandestinité, on ne peut pas se rendre compte. On ne saura jamais à quel point une carte de séjour est comme une peau, si vous voulez, une peau de l'âme destinée à contenir les ruades de celle-ci. C'est vraiment la phrase, le passage, c'est la phrase qui apparaît dans ce bouquin. Donc c'est ça, c'est-à-dire que quand on n'a pas connu ces situations-là, on ne peut pas se rendre compte de tout ce qu'on peut faire. Et moi d'ailleurs, ça me fait plaisir parce que ce qui me fait plaisir, c'est quand les Africain lisent mon bouquin, ils adorent parce qu'ils s'y retrouvent finalement. Donc ils retrouvent un peu leur histoire, leur parcours. Donc vraiment, c'est ce que je lui dis, je dis non mais il n'y a aucun cliché quoi, là-dedans. Donc d'ailleurs, l'histoire en elle-même, pour l'écrire, je me suis inspiré d'une histoire vraie qui s'est passée à Strasbourg finalement, donc en 1995, donc j'ai rien inventé. Donc. Mais oui, tout à fait, on ne se rend pas compte, mais c'est la réalité. Donc, voilà, je crois que c'est une démarche plutôt naturelle quand on est seul, comme ça, dans un pays qu'on ne connaît pas, qu'on débarque sans rien. On cherche de la chaleur, même si elle est artificielle, on cherche de la chaleur. Pourquoi pas aller prendre une prostituée? Bon, c'est pas à toi que je m'adresse, parce que toi, tu voyages toujours avec ta femme et tes filles. Ouais, donc, il n'y a pas de danger que tu ailles voir les prostituées. Je ne suis pas frileux, je suis pas très frileux. Il n'est pas suffisamment frileux non plus. Mais c'est vrai que la démarche me paraît quand même, somme toute, assez naturelle. Ah, assez naturelle, oui, tout à fait, non, mais bien sûr, parce que moi, ce que j'avais remarqué, justement, les Africains, par exemple, qui sont demandeurs d'asile, parce qu'il faut savoir que quand on est demandeur d'asile politique en France,
on a en quelque sorte une vie en suspens, parce qu'on ne peut pas travailler, on peut pas, c'est la loi qui le dit, hein, c'est pas, on peut pas travailler, on peut pas faire des études, donc voilà, enfin on se lève le matin, on attend, voilà, que les jours passent, on ne sait pas ce qu'il faut faire, donc on ne sait absolument rien, et si de surcroît on ne connaît personne autour de soi, donc du coup on tombe dans les extrémités. C'est-à-dire que quand on remarque, par exemple, dans des foyers, si on y va un petit peu, on va voir que ces immigrés-là, ces personnes-là, où ils s'accrochent à une forme de bondieuserie, donc ils sont là en train de... Voilà, ils vont tous les jours dans des réunions qui consacrées à louer le Seigneur, ou sinon ils tombent de l'autre côté, c'est-à-dire que l'autre extrémité, donc c'est quoi? C'est la drogue, c'est la prostitution, c'est un peu tout ça, quoi. Donc, et ça, mais bon, comme je suis pas je suis croyant mais pas très pratiquant, j'ai choisi l'autre bord, l'autre extrémité. Vous parlez de bondeuserie, de drogue, de prostitution, d'amour, et vous connaissez quelqu'un, alors un autre Africain, qui lui a fait l'amour avec la femme de Dieu. Alors est-ce qu'il en prend de la drogue, lui, justement, ce monsieur, ou c'est quoi cette histoire-là? J'ai fait l'amour avec la femme de Dieu. Vous connaissez ce monsieur Serge Gona? Alors, oui, tout à fait. Alors, moi, je l'ai lu. Hein, non, je plaisante en demandant s'il a pris de la drogue. Évidemment, il nous conte l'histoire d'un petit garçon, on va en parler tout à l'heure. Vous avez lu ce livre? Parce que je vous en parle parce qu'il est édité également chez Myriam. Chez Myriam, tout à fait, ouais. Non, moi, je l'ai lu. C'est un livre assez... c'est très original, quoi. Moi j'ai adoré. Moi, je dirais même qu'il est savoureux, il est marrant, tout à fait. Moi j'adore ce genre de littérature. Moi ça me plaît beaucoup. On est d'accord. C'est l'histoire de Bernardo, un enfant de cœur très chaste, dévot, complètement un fou de Dieu qui finalement va rencontrer une espèce de folasse, une femme qui se prend pour la femme de Dieu, qui va l'initier à tous les plaisirs de la chair, et c'est vrai que c'est assez jouissif. C'est pas bien, mais c'est très drôle. Ce que je trouve assez original aussi dans ces bouquins, c'est que à un certain moment, donc après avoir eu des rapports sexuels avec cette dame, donc le personnage en question a l'impression d'avoir abandonné son esprit dans le corps de la dame, parce qu'il est très croyant, il croit que non, mais voilà, vraiment il a tout perdu, quoi. Donc il n'a plus d'attache, et donc il s'est dit, pour que je survive, il faut absolument que je retrouve mon esprit, il faut que je me remette en connexion avec mon esprit. Et donc, quand il va voir la dame lui dit, il n'y a pas plusieurs solutions. Il faut y retourner. Alors, vous prenez un couteau, vous m'ouvrez, vous récupérez mon esprit, ou vous remettez, vous recommencez l'acte, comme ça, vous allez, voilà. Et donc, du coup, il se remet à avoir des rapports avec cette dame jusqu'à subir complètement une transformation de tout son être, quoi. Donc voilà, et à devenir une autre personne, finalement. C'est assez extraordinaire. Et puis moi, ce que j'ai adoré aussi, c'est quand je l'ai lu, c'est la manière dont il aborde la sexualité. Ce que je dis, c'est vraiment une sorte d'allégorie littéraire, quoi. C'est-à-dire que il y a tout un voyage dans les corps de la dame, tout un voyage carrément. En fait, il parle du désert, mais au fait, on se rend compte qu'on est dans le corps de la dame. Je sais pas, c'est un livre fabuleux. Moi, j'aime beaucoup le genre de littérature. Très très drôle. J'ai fait l'amour avec la femme de Dieu, Serge Gona, également chez Myriam. On va bientôt vous libérer, Victor Cateau, parce que je sais que vous n'êtes pas venu pour rien, mais ça, il y a des admirateurs et admiratrices qui vous attendent encore nombreux pour de très longues dédicaces, quelques centaines de mètres plus haut, chez Isler Even. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure à propos de ce descendant africain d'Arthur Rimbaud? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je dirais que il faut le lire, il faut lire le livre, il faut l'acheter. C'est un très beau livre avec beaucoup de poésie, avec beaucoup d'humour, avec une très belle écriture. Donc, je suis en train de faire ma promo. C'est normal. Donc, il faut les lire pour aider les jeunes auteurs que je suis à aller de l'avant et à progresser, à me faire connaître. Donc voilà, et puis je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Donc voilà, c'était vraiment bienvenue, vous revenez quand vous voulez. C'est un grand plaisir, quoi. Donc voilà, un autre ouvrage en préparation?
Alors, oui, j'ai des idées. Enfin, bon, là, normalement, j'ai une commande, une maison d'édition, pour la rentrée littéraire prochaine, donc en septembre 2013. Donc voilà, j'ai des idées, mais bon, j'hésite encore. J'ai plusieurs pistes. Alors, je sais pas trop laquelle choisir. Je suis un peu comme, je suis sur un carrefour. Et toutes les routes qui débouchent sur le carrefour sont des routes en sens interdit. Alors je sais pas, peut-être que je vais enfreindre un peu la loi pour l'emprunter. Alors on va retrouver dans quelques instants le troisième invité littéraire, Timothée Girard. Timothée, je tiens à l'appeler Timothy, je l'appellerai Timothy jusqu'au bout. Timothée Girard, qui vient de nous parler de 2 de ses ouvrages. Juste le temps d'aller découvrir un très très beau livre qui vient de paraître, il y a tout juste quelques jours, ce livre, aux éditions textuelles, Les manuscrits d'Arthur Rimbaud, l'intégrale. C'est un livre signé Claude Jean Collat. C'est vraiment un très joli bouquin de 576 pages, en grand format, 205 sur 290 mm, avec 300 facsimilés d'Arthur Rimbaud, dont 45 inédits. Vraiment un bouquin exceptionnel qui arrive juste à point pour ce 121e anniversaire. Merci encore, Victor Catemo. Eh bien, merci à vous. À très bientôt. Très bientôt. Pour le prochain livre, sans doute. Je rappelle que celui-ci, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies, notamment chez Isler Even, où vous allez retourner maintenant. Le descendant africain d'Arthur Rimbaud. C'est aux éditions Myriapod. À bientôt, Victor. À bientôt, merci. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Comme je descendais des fleuves impassibles, des peaux rouges criards les avaient pris pour cible. Des peaux rouges les ayant cloués nus, les avaient pris au poteau de couleur. Les ayant cloués nus au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand, ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs, on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marais n'ont pas subi tohu-bohu, plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes, plus légers qu'un bouchon. J'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes, 10 nuits, sans regretter la lignée des falots. Comme je descendais des fleuves impassibles. Je ne me sentis plus guidé. Je ne me sentis plus par les haleurs. Par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris, les avaient pris pour cible. Les ayant cloués nus au poteau de couleur, au poteau de couleur. Les ayant cloués nus au poteau. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. La chair des pommes sûres,
L'eau verte pénétra ma coque de sapin et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescent, dévorant les azurs verts où flottaison blême et ravie, un noyer pensif, parfois décent, ou teignant tout à coup les bleuités, délires et rythmes lents sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermente les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant un éclair, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée, ainsi qu'un peuple de colombes. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Je descendais des fleuves impassibles. Je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteur de blé flamand ou de cotons anglais, quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre. Les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Alors, le troisième invité littéraire de cette émission, c'est Timothée Girard, qui va nous parler de deux de ses ouvrages parmi plusieurs autres. On en est à combien déjà maintenant? C'est le septième. Le septième. Oui. Alors, c'est un local, il est messin, Timothée. Oui. Alors, cette maison d'édition, le Réflexionnat, c'est quelque chose que tu as créé, toi? Voilà, c'est ça. À la base, c'est un club de réflexion constitué de plusieurs étudiants qui viennent d'un peu toute la France. Et on se regroupe autour de thèmes soit littéraires pour des romans, soit des thèmes sociaux et politiques où on invite certaines personnalités du monde littéraire ou politique local à s'exprimer sur des sujets politiques, sociaux, à les défendre ou au contraire à proposer pourquoi pas, les faire participer en tout cas à un débat aujourd'hui qui est souvent réservé à une certaine élite d'en haut. Bon, alors je suis désolé, mais je m'aperçois que spontanément je t'ai tutoyé, c'est peut-être parce qu'on a le même âge, moi depuis un peu plus longtemps que toi, mais voilà, c'est bien, c'est mieux, je préfère. C'est mieux, alors tutoyons-nous. Timothée Girard, le dernier livre sorti, Salopard, alors il a le don du titre, Timothée, on va voir ça tout à l'heure avec quelques-uns de ses bouquins, Salopard, entre parenthèses, fils de milliardaire repenti. C'est l'histoire d'Antoine de Montpardon. Qui est cet Antoine de Montpardon? Alors c'est le fils, dans le livre, c'est une fiction, c'est le fils du plus gros vendeur d'armes du pays, qui jusque-là a toujours été quelqu'un de très arrogant, de très prétentieux, qui adore embêter le monde, et qui un jour va finalement changer suite à une rencontre qui va lui faire prendre conscience qu'il peut faire des choses beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus utiles que simplement d'aller voir les gens pour embêter et pour faire valoir sa personne en brillant sur le dos des autres. D'accord. Bon, je ne dévoile aucun secret, on est avec tes ouvrages, on est un petit peu dans la littérature gay. Hein, Pour certains, pour certains, notamment ces deux-là, oui, c'est vrai.
C'est de là, et puis il y a un troisième aussi où on voit le joli fessier. La muse absente. Le jeune homme en arrière-plan. Effectivement, oui, c'est un thème qui me... Alors il n'a pas apporté celui qui a la plus belle couverture. Il l'a gardé pour lui. Ah oui, elle est en grand poster dans ma chambre. Je n'en doute pas. On parlera tout à l'heure d'un autre ouvrage qui est plutôt un manifeste. Alors là aussi un titre, autant de Rimbaud, on aurait sans doute dit « Ah, c'est inverti », mais lui il l'a titré « ACPD », Manifeste sur l'intolérance de l'homophobie, un titre qui pourrait presque te créer des ennuis, non, mais peut-être pas, mais... J'en ai eu. Tu en as eu. J'ai eu certaines personnes... alors d'abord, le titre, en fait, c'est presque un titre qui va aller dans le sens de l'homophobe, pour l'inciter à acheter ce livre en disant « Chouette, on va en parler, on va taper dessus, on va taper sur les homos ». Bon, je caricature. Et finalement, à l'intérieur, c'est plus une réponse que je donne à certaines idées reçues sur certains homophobes ou autres qui parlent beaucoup sur les homosexuels en prenant en compte uniquement des préjugés, qui moi me dérangent beaucoup. C'est pour ça que le titre est assez clash, si on peut dire, c'est que le public visé finalement est celui qui est contraire à celui qui adhérera à ce qui est écrit ou non. Bon, je veux qu'on en parle un peu plus tard, mais finalement, puisque tu as commencé, on va continuer avec ce livre-là. Il n'est pas très épais, hein, c'est un petit manifeste. Alors, il est arrivé comment et pourquoi? Tout à l'heure, on en parlait un petit peu hors caméra tous les deux. Il n'est pas arrivé comme ça, ce bouquin. Il y a quelque chose en amont qui l'a provoqué. C'était donc il y a 2 ans, donc j'avais 20 ans et on me disait, on m'a dit plusieurs fois, puisque je suis homosexuel, j'ai sans doute des tendances pédophiles, des tendances, des mots assez violents et totalement inappropriés qui m'ont beaucoup blessé. Et c'est vrai qu'en réponse à ces gens-là que je connaissais et qui se sont mis à avoir ce genre de discours quand ils ont appris pour mon homosexualité, j'ai écrit ce très court manifeste comme une réponse où je leur explique ma vision des choses par rapport à la différence en tout cas que je considère entre l'homosexualité et tout ce qu'on y assimile sans aucune véracité. Il y a toujours cet amalgame homosexuel, pédophile. Dans ce manifeste, oui, comme c'était une réponse à ce qu'on me disait. Qui revient beaucoup sur le tapis. En ce moment, ça vient énormément. J'entends des gens d'église dire si on ouvre, c'est le grand débat du mariage homosexuel en ce moment, même s'il y en a d'autres. Mais c'est vrai que j'entends des gens d'église ou des intellectuels, en tout cas qui se revendiquent intellectuels, assimiler assimiler l'homosexualité à des choses qui sont totalement détachées finalement de cette orientation sexuelle et amoureuse, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ce n'est pas uniquement du sexe. C'est vrai que l'assimilation, c'est de ces mots-là, pédophile, homosexuel, ou polygame, homosexuel, c'est quelque chose qui est très blessant et qui scinde en même temps la société, puisqu'on diabolise, de cette manière, on diabolise l'homosexualité, on veut la décrédibiliser et lui enlever une légitimité qui, de par l'âge de l'homosexualité, qui a toujours existé, est légitime aujourd'hui. Et on essaie de faire en sorte que l'homosexuel aujourd'hui ne soit pas habilité à avoir les mêmes droits que les autres parce qu'ils ne sont pas moraux, ils ne sont pas moraux, etc. Alors d'une part, il y a ce fameux amalgame qu'on vient d'évoquer, homosexuel égale pédophile, et d'autre part, le paradoxe est là, Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement, elle veut faire entrer les homosexuels à l'école. Un poème dans un manuel scolaire serait-il mieux compris si l'on précisait l'orientation sexuelle de son auteur? Najat Vallaud-Belkacem lance le débat dans le magazine Gay Têtu. Elle souhaite briser un tabou. Aujourd'hui, ces manuels s'obstinent à passer sous silence l'orientation gay de certains personnages historiques ou auteurs, même quand elle explique une grande partie de leur œuvre, comme pour Rimbaud. Les collectivités territoriales seraient incitées à acheter les manuels qui feraient plus d'efforts de transparence. Pour le rédacteur en chef de Têtu, cela permettrait de lutter contre les préjugés. Dire aux jeunes dans les écoles que des grands hommes, que ce soit des rois de France ou des poètes, ont pu être attirés par des hommes, c'est aussi faire comprendre aux jeunes que ce n'est pas un mal, un péché ou que sais-je encore. Pour certains parents d'élèves, en revanche, la mesure n'est pas du tout prioritaire. Il y a des vraies difficultés à tout justifier et à tout vouloir normer. L'école n'est pas là pour enseigner tout et n'importe quoi. L'école est là pour enseigner des savoirs. Je ne pense pas que ce soit fondamental de connaître, d'avoir une matière qui s'appelle préférence homosexuelle. Contactée, aucune grande maison d'édition n'a souhaité répondre à nos demandes d'entretien.
pas question d'alimenter une nouvelle polémique selon certaines d'entre elles. La proposition de Najat Vallaud-Belkacem qui est donc de mettre l'orientation sexuelle des grands auteurs dans les manuels scolaires. Bon, je comprends que ça puisse choquer, en même temps ça ouvre un vrai débat, est-ce que c'est réellement utile ? Bon, il y a le débat, c'est bien parce qu'il y a des réponses des deux côtés. Oui, ça peut être utile dans le sens où on peut se rendre compte que des grands écrivains ou des grands personnages de l'histoire l'ont été et ça ne les a pas empêchés de faire des grandes choses. Et à contrario, on peut dire, mais ça n'a rien à faire à l'école, l'élève n'a pas à savoir de quel bord était ce personnage. Bon, personnellement, je me dis que ça pourrait être une bonne chose, simplement pour que les gens prennent conscience qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plus en plus d'homosexuels, c'est pas un effet de mode, c'est très dur d'aller contre ses propres orientations sexuelles et amoureuses, mais disons qu'il se cache de moins en moins. Et c'est vraiment ce que pourrait faire prendre conscience donc la proposition de Najat Vallaud-Belkacem, à mon sens. Alors j'en parlais parce qu'elle prend pour exemple justement Rimbaud. Elle aurait pu parler de Gide, de Proust, de Shakespeare, de plein d'autres. Ouais. Mais elle a pris pour exemple Arthur Rimbaud, et bon, puisqu'on parle de Rimbaud aujourd'hui, j'avais envie aussi de faire allusion à cette proposition-là. Et toi, alors à titre personnel, parce que là tu viens de parler du pour et du contre, et toi, qu'est-ce que tu en penses à titre personnel de cette proposition ? Déjà, j'aimerais dire que prendre l'exemple de Rimbaud, c'est une très bonne chose, puisqu'aujourd'hui, il est considéré comme pour beaucoup d'étudiants comme un grand poète, ce qu'il a été, surtout très jeune. L'exemple de Rimbaud, il n'est pas anodin, c'est de dire on peut être jeune, talentueux et rester dans l'histoire, tout en étant quelqu'un qui n'a jamais été réellement accepté de par certains choix amoureux ou autres. Moi, par rapport à cette loi, c'est vrai que je suis plutôt pour, dans le sens où ça permettrait peut-être de banaliser finalement une orientation. Aujourd'hui, quelqu'un qui est hétéro, ça ne choque plus personne. Heureusement, ça n'a jamais vraiment choqué d'ailleurs. Quelqu'un qui est homo, ça continue de choquer. Pourquoi ? À mon sens, parce qu'on n'en parle pas assez. Ou alors on en parle trop, mais de la mauvaise manière. On n'en parle pas assez de la bonne manière, qui vise simplement à dire cet homme a fait ça, ça, ça et ça, il est homosexuel, pourquoi pas ? Je veux dire, c'est pas vraiment important pour l'information sur le personnage, même si ça peut renseigner sur son œuvre, mais c'est important pour celui qui reçoit cet enseignement de se dire, finalement, une personne que j'ai appréciée dans l'histoire, je prends l'exemple de Louis XIII par exemple, que certaines personnes apprécient, ou l'exemple de Rimbaud, ou Verlaine, ou d'autres. Louis XIII, dont on suppose qu'il est assassiné d'ailleurs à cause de son orientation. Oui, c'est vrai. Disons que ça peut permettre de faire en sorte que certaines personnes qui jusque-là voient l'homosexualité comme quelque chose de très marginal, ça peut permettre de dire non, ils ne sont pas marginaux, ils sont là, sans pour autant faire du communautarisme ou autre. Justement, ça empêcherait ce système de dire on est quelqu'un, on a fait quelque chose, peu importe ce qu'il est. L'œuvre d'un artiste, d'un écrivain, d'un poète, etc. Va énormément avec sa propre vie. On prend l'exemple qui n'était pas homosexuel, mais l'exemple de Victor Hugo. On ne peut pas séparer son œuvre de son parcours personnel, de sa vie personnelle, avec toutes les tragédies qui s'y rattachent. Je me demande, est-ce que c'est vraiment essentiel ? Je comprends ton point de vue, mais est-ce qu'il serait important, par exemple, de dire que Victor Catemo, on l'a remarqué tout à l'heure, est hétérosexuel ? Il a l'air de bien l'être. Qu'est-ce que ça apporterait ? Les homosexuels, aujourd'hui, ils sont présents partout. Tu le dis toi-même, d'ailleurs, dans ton livre ACPD, tu parles de la télé-réalité au début du bouquin. Oui. Ils sont partout aujourd'hui, les homosexuels. Ils ne se cachent plus. Mais quel besoin de dire que Rimbaud ou Gide ou un autre était homosexuel ? Qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte, outre une certaine autre compréhension de ce que ces gens ont écrit ou fait, ça permet aussi ce que je disais, de débanaliser, si on peut dire, une orientation, de banaliser une orientation, de dire finalement, depuis de tout temps, il y en a eu, et c'est pas seulement aujourd'hui qu'ils apparaissent, c'est ça que je veux dire. En même temps, tout le monde le sait en même temps. Tout le monde le sait, oui. Shakespeare, on sait parfaitement que les sonnets de Shakespeare ont été écrits pour un homme. Ça, tout le monde le sait. Je veux dire qu'un gamin en seconde, il en est conscient, je pense. Oh, pas toujours. Moi, je le sais. Oui. Nous, c'est vrai que, moi, je me rappelle au lycée, on avait posé la question une fois, ne serait même pour Rimbaud, c'était d'ailleurs pour Rimbaud,
on avait posé la question, mais Rimbaud, est-ce qu'il était homosexuel? Et le prof avait répondu de manière très évasive, il avait dit « Oh, vous savez, ce genre de choses, c'est ailleurs qu'à l'école qu'on en parle ». Et ça m'avait choqué parce que je trouve que c'est au contraire à l'école qu'on doit aussi sensibiliser, d'une manière un petit peu détournée, mais sensibiliser les jeunes générations à une orientation qui a toute sa place, mais une place qui ne doit pas être, comme certaines fois à la télé en tout cas, caricaturée et, je dirais, grossie sur certains traits très trash et colorés, disons. Et justement, si on prend l'exemple de ce prof qui manifestement semble être mal à l'aise avec le sujet, oui. Là, si la proposition est acceptée, on va obliger les profs plus ou moins à aborder ce sujet. Alors comment est-ce que les profs qui sont mal à l'aise avec ce sujet, justement, vont pouvoir amener ça à leurs élèves sans tomber peut-être dans justement le travers de l'homophobie, peut-être involontairement? Mais être professeur, je suis encore jeune, je ne suis pas prof, mais être professeur, à mon sens, ce n'est pas donner son avis, c'est simplement, c'est même pas apprendre ce que c'est que l'homosexualité si on parle d'un auteur qui est homosexuel, c'est simplement de dire il l'a été. À mon avis, ça ira pas plus loin, et heureusement. C'est vrai que, comme vous dites, ou comme tu dis, on peut après pencher vers un discours plus ou moins homophobe, ou au contraire homophile, enfin bon. Mais le fait de l'inscrire simplement en tant qu'anecdote, ça peut permettre, à mon avis, une meilleure compréhension et de son œuvre, et une meilleure compréhension de la communauté, même si je n'aime pas ce mot-là, de la communauté homosexuelle à travers les âges et à travers l'art. D'accord, bon, on verra bien si cette proposition en tout cas passera ou non. Moi je n'ai pas d'avis sur le sujet, je voulais juste qu'on l'aborde parce que c'est d'actualité. On va revenir à ton œuvre, même si elle est pour l'instant très peu fournie, cette petit bouquin, quoique pour un garçon de 22 ans, c'est quand même déjà 23, c'est quand même déjà pas... Ah 23, t'es plus vieux que moi donc. Ah, depuis moins longtemps. Plus âgé d'un an. Alors, donc, on va revenir donc à ce que tu as écrit. Alors moi, je n'ai lu que le dernier, Salopard, fils de milliardaire de Ponty, et puis ce manifeste ACPD, manifeste sur l'intolérance de l'homophobie. Qu'est-ce que tu as écrit d'autre brièvement? Raconte-moi un petit peu et comment tu es venu également à l'écriture. L'écriture, c'est venu quand j'étais en 5e, où je faisais énormément de sport avant, et suite à quelques soucis de santé, je me suis mis à écrire de plus en plus au fur et à mesure des années où j'ai dû arrêter de plus en plus le sport. Et finalement, c'est devenu une passion et une envie de m'exprimer soit sur des histoires, soit donc il y a ce manifeste sur l'homophobie. J'ai également écrit un essai sur la laïcité. Et au niveau des romans, ça a été très longtemps des histoires effectivement très gay, très LGBT comme on dit, mais c'est pas uniquement ce qui m'intéresse, c'est de décliner plutôt l'homosexualité dans des histoires très différentes à chaque fois. Ça c'est vraiment ce que j'apprécie, et on me l'a reproché d'ailleurs, on m'a déjà dit, mais tu te rends compte, tu n'écris que sur des homosexuels, etc. Et la réponse que j'avais donnée, un peu arrogante, mais qui m'avait beaucoup amusé, c'était de dire, et alors, certains auteurs ont écrit des histoires hétérosexuelles toute leur vie, on leur a jamais reproché. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas écrire sur un amour qui nous inspire plus qu'un autre? Mais je me diversifie en ce moment, j'écris, là je termine un autre livre qui parle d'une femme et qui n'est pas homosexuelle. Je vais plus loin. Alors comment te viennent les sujets justement? On va revenir à Salopard. Comment est arrivé ce livre? Antoine de Montpardon, c'est quand même c'est assez particulier comme histoire, aller chercher comme ça un aristo un peu avec ce parcours de vie particulier, et puis surtout ce revirement dans sa vie, c'est quelque chose... c'est quelqu'un que tu as rencontré? Il t'a été inspiré par quelqu'un, ce garçon? Alors oui, l'histoire m'est venue cet été en fait, mi-juillet, où j'en parlais je parlais de la relation amoureuse avec la mère de mon ami, et une autre personne que ma belle-mère a dit, 2 personnes qui se mettent ensemble sont faites pour se ressembler. Et moi je n'étais pas d'accord, et j'avais dit non, c'est faux, et j'ai décidé d'en faire un livre. Donc là, cette espèce de paradoxe total entre un jeune fils de milliardaire et un autre personnage qui était obligé de travailler pour payer ses études, qui a une vie beaucoup plus conventionnelle pour les jeunes d'aujourd'hui. Je me suis dit, je vais mettre en corrélation ces 2 personnages. Et
aussi ma rencontre avec mon ami actuel qui m'a permis de me dire on peut changer sur beaucoup de points quand on rencontre quelqu'un. Et dans ce livre-là, dès le début du livre, on voit à quel point le personnage principal est effectivement un salopard, même si dans le titre c'est mis entre parenthèses, mais c'est pour qu'on ne soit pas obligé de le lire à chaque fois en fait. Et à quel point il devient ensuite quelqu'un de très tendre, de très doux, de totalement différent. Ce que j'ai voulu faire, c'est un peu comme une catharsis où, en lisant ce livre, on passe par énormément de sentiments. D'abord, on rit et on se moque. Ensuite, on est là et on entre dans une histoire amoureuse dans laquelle le personnage principal, qui devient beaucoup moins arrogant, se met à douter. On devient triste et puis à la fin, on reprend espoir sur une fin un peu moins triste que une certaine partie du roman. Comment peut-on se procurer tes livres édité au Réflexional? Alors pour le moment c'est uniquement sur internet. Progressivement on va commencer à trouver des points de vente dans la région, donc à Metz et à Nancy. Donc c'est sur le site de l'édition, leréflexional.com, et on peut commander, il y a un lien pour commander les différents ouvrages, autant les essais que les romans. Merci Timothée et Salopard, fils de milliardaire repenti, et ACPD parmi d'autres ouvrages. J'espère qu'on se reverra bientôt pour parler du prochain. À très bientôt. Le temps que Julien nous rejoigne et s'installe, quelques suggestions de lecture. J'ai fait l'amour avec la femme de Dieu, on en a parlé tout à l'heure, de Serge Benoît, édité chez Myriapode. Je vous conseille également Inès Lyoté, l'infirmière, la maréchale. On connaît mieux le maréchal que sa femme. La maréchale était avant l'heure une infirmière et quelqu'un de très engagé sur le plan de l'humanitaire. C'est de Marie Chavenon chez Gérard Louis, un éditeur régional. Ma princesse au petit pois, ça c'est une copine, Ganaëlle Joffo. T'es trop jeune pour l'avoir connue. Ganaëlle Joffo, ça a été l'une des grandes stars des années 60. Ça a été la première nana d'un chanteur très très connu, dont je tairai le nom. En tout cas, c'est quelqu'un qui a eu son heure de gloire, parce que je ne suis pas certain qu'elle serait contente que je le dise. Mais bon, allez, c'était la première petite copine de Dutron. Pardon, Ganaëlle. Et qui écrit aujourd'hui ce très beau livre, Ma princesse au petit pois, où elle évoque une maladie très grave dont elle est victime depuis sa plus tendre enfance, l'anorexie. Un combat très très difficile de chaque instant, dont est atteinte sa fille également, et c'est pour sa fille d'ailleurs qu'elle a écrit ce très beau livre paru chez François Bourrin. Je la voulais lointaine, c'est de Gaston Paulet-Fache avec le Sud. On voit toutes ces couvertures qui s'affichent en même temps en incrustation. Le nouveau Nathalie Reims, alors ça c'est quelqu'un qu'on aime autant lire que regarder. Nathalie Reims, Laisser les cendres s'envoler aux éditions Léo Cher. Jean-Marie Pelt, que tout le monde connaît bien ici à Metz, Heureux les simples, ça c'est un ouvrage vraiment très sympa. Il passe en revue un petit peu tous ces saints qu'on connaît mal, qui sont ignorés de la littérature habituelle, édité chez Flammarion, Heureux les simples de Jean-Marie Pelt. Gilles Paris, on en a déjà parlé chez Don Quichotte au pays des kangourous, mais j'aime bien rappeler ce livre également parce qu'il évoque aussi une maladie dont Gilles a été victime et dont beaucoup de personnes sont victimes aujourd'hui. Au pays des kangourous de Gilles Paris, Rendre la raison populaire de Michel Onfray, dans la collection Université populaire et compagnie, autrement. Tout du tatou, ça j'ai envie d'en parler aussi, c'est un bouquin qui sort ces jours-ci aux éditions La Branche, dans une très belle collection, vendredi 13, 13 auteurs, 13 livres, étalés sur 13 mois, tous sont des thrillers. Pierre Hannot a écrit l'un de ses livres, c'est un messin également qu'on connaît bien, qui est également Julien, chanteur. Tu connais peut-être notre ami rocker Pierre Hannot, tu vas en entendre parler bientôt, on va le revoir bientôt, je crois qu'il sera invité non pas de la prochaine émission, puisqu'on va s'intéresser aux enfants, Noël oblige, mais à l'émission suivante qui sera consacrée au polar de Pierre Hannot, qui publie Tout du tatou aux éditions La Branche, dans la collection Vendredi 13. La France que j'aime de Pierre Bonte, un joli livre avec toutes les belles photos que sait nous proposer Pierre Bonte de la France profonde et rurale. Et Drôle de bête de Jean-Pierre Fleury aux éditions Marivol. Marivol, c'est la petite coccinelle en langue berrichonne. Jean-Pierre Fleury, c'est le créateur de la série Histoire naturelle, qu'on a tous aimé avec Igor Barrère, et qui fait de très très beaux livres consacrés à la nature et aux animaux. Le nouveau Gueuluc, le nouveau chat, le chat Erectus, avec une petite phrase que j'aime beaucoup sur la couverture. J'ai le gourdin, le chat Erectus, c'est Sylvie Gueuluc, c'est du Gueuluc. Voilà, et pour terminer, les manuscrits d'Arthur Rimbaud, dont on a vu tout à l'heure le sujet intégral par Claude Jean Collat. Piano,
on crie le bar à boire. On se redit au revoir, Timothée, à bientôt. Revoir, tu peux rester avec nous. Ouais, je voudrais l'écouter. On va J'aime écouter beaucoup. Julien, qui J'aime beaucoup. revient. Julien, ton actu, juste avant de terminer par un morceau de ta composition. J'écris en ce moment, voilà. Tu écris, tu tournes beaucoup aussi, je t'ai vu dans plein Ouais, ça va, de salles de la région et même au-delà. Ça va, j'ai fait quelques belles scènes, là, septembre-octobre, et puis là, j'enchaîne sur de l'écriture, quoi. J'aimerais bien prendre un album d'ici peu, quoi, donc voilà. Là, je m'enferme en studio 2 jours avec des musiciens, et puis on va faire un essai, voir un peu comment ça sonne, et puis voilà, quoi. Bonne nouvelle, ça. Bah ouais, super. On a découvert le premier CD, donc 6 titres récemment. Ouais. Un album en préparation. Et pour, il est juste là. Il a remarqué que je le cherche depuis 5 minutes. Je t'aurais pas aidé, je trouvais ça plutôt marrant. C'est salaud. Voilà, je montre. Julien m'a dit, première nouvelle, en espérant que ce ne soit pas les dernières. Je te renvoie la balle. Quel est le titre que tu vas nous proposer? Je vais vous faire finir aux Anonymes. Eh oui, c'est celui que j'espérais en plus. Ah bon? On t'écoute, Julien. Finir aux Anonymes, comme tous ceux qu'on n'entend pas. Pas plus bruyant qu'un mime, y a des signes qui ne trompent pas. L'anonyme anoumine, hume le charbon dans nos comptines. Y a même du grisou dans nos rimes, l'usine à tube en sous-régime. On a le blues après le spleen, on pleure le succès qu'on n'a pas. Jeune chanteur déjà has-been, recherche un job pour ses fins de mois. Les fins de mois difficiles, ça en laisserait plus d'un sans voix. Ça fait fléchir les plus fébriles, quittant la scène pour un emploi. Est-ce une aubaine si chaque jour j'en mesure le poids? J'ai pas choisi cette vie, s'impose à moi. Oublier des magazines, des plateaux télé, des galas. Même pas retenu pour un featuring, chez Nagui pour Taratata. Ma carrière est en ruine, je suis pas prêt de faire l'Olympia. Plutôt réduit à courber les chines, pour jouer au troquet d'en bas. Y'en a qui donneraient tout pour plaire, y'en a surtout qui n'ont pas le choix. Reprendre des titres populaires avec les fringues de Claude François. Chacun renonce à ses critères, faisant la passe sur ses choix. Si l'artistique est secondaire, c'est qu'il y a un public pour ça. Est-ce une aubaine si chaque jour j'en mesure le poids? J'ai pas choisi cette vie, s'impose à moi. Comme tous ceux qu'on ne regrette pas, à part peut-être pour mes intimes. Quand je ne serai plus, ça se verra pas. Qui vivra verra ses lignes, des gens aveugles qui n'écoutent pas. Je ne suis pas né de la dernière rime, des gens curieux je n'en connais pas. Entre nous sommes vraiment dignes de la ferveur qu'on nous octroie. Chanter la loose n'est pas un crime, la vie c'est autre chose, crois-moi. Croix de bois, croix de fer avant l'abîme, je jure je ferai par moi. Je ne veux pas finir aux Anonymes, comme un chanteur qu'on n'écoute pas. Est-ce une aubaine si chaque jour j'en mesure le poids? J'ai pas choisi cette vie, ça pose à moi. Est-ce une aubaine si chaque jour j'en mesure le poids? J'ai pas choisi cette vie, ça pose à moi. Merci Julien. Merci à vous. Merci à tous les invités. C'était la première de Café Littéraire enregistrée à la Chaoué, maison culturelle et citoyenne, café associatif également. Merci aux responsables de la Chaoué de nous avoir accueillis. La prochaine émission, je vous le disais, au mois de décembre, sera consacrée, Noël oblige, à la littérature enfantine avec différents invités, auteurs, illustrateurs et également éditeurs de littérature enfantine. Et puis au mois de janvier, on se retrouvera avec quelque chose de plus noir et récent à la fois, des auteurs de polar et de thriller. Merci à tout le monde et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Génial.
café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Faut mieux aller en face chercher la dédicace d'un académicien. Son premier manuscrit fut à la bombe écrit contre sa devanture. Au café littéraire, on a déjà les vers à porter l'écriture. On s'est pointé à vin, en habit d'écrivain, on s'est assis en cœur. Un roman ébauché, visiblement caché sous un verre à liqueur. Depuis quand on y cause, on sait que c'est en bronze, c'est quand même plus chouette. On commande son litre comme on choisit un titre dans sa bibliothèque. Au café littéraire, on s'y prend déjà l'air d'être au petit Larousse. On pose en attendant le jour où nos 20 ans seront cotés en bourse. On écrit sur les nappes, on porte des écharpes, on brise des pianos. On crie le bar à boire, on payera plus tard en coupure de journaux. Au café littéraire, y a guère que l'atelière qu'aime pas la lecture. Mais les lignes des paumes, elles t'en liraient 20 tomes au travers des ratures. Quand le bateau est ivre, qu'on a bu tous les livres, on repart en carafe. Comme on paye cul sec, qu'on déduit sur le chèque le prix de l'autographe. Chauffeur à l'horizon, on s'affale du long sur nos chariots à voile. Le vent vient allumer le bout d'un cache-nez au briquet des étoiles. Au matin, pêle-mêle froissés dans les poubelles, des hommes emporteront des chefs-d'œuvre en friche sur du papier sandwich et des nappes en crépon. Au café littéraire, suivez l'itinéraire, c'est sous le dernier porche. Juste après la virgule, ce troquet qui recule à mesure qu'on s'approche. Où l'arbre sur le seuil sème comme un recueil ses feuilles de brouillon. Et où ses branches peignent en ombre sur l'enseigne le chapeau de Villon.